Bonjour à tous, ceci est Historia Universalis et aujourd'hui nous continuons notre voyage dans l'Athènes du VIe siècle. Souvenez-vous, le système aristocratique a été sérieusement ébranlé. D'abord par Solon qui a largement démocratisé les institutions, mais aussi par Pisistrate qui a pour sa part appliqué des mesures qui ont socialement transformé la société athénienne. À la mort de ses descendants commence un véritable bras de fer entre démocrates et aristocrates. Les démocrates sont menés par les Alcméonides, une famille de la noblesse ralliée à la classe moyenne, dont le chef est Clystène, fils de Mégaclès, ancien allié mais aussi opposant de Pisistrate. Ils sont appuyés, ou plutôt alliés selon Hérodote, par les classes populaires et un certain nombre d'anciens partisans de Pisistrate, avec lesquels ils s'entendent sur le maintien des institutions démocratiques ainsi que sur les réformes sociales. Après Solon et Pisistrate, le peuple athénien a trouvé dans Clystène son nouveau champion. Le nom de démocratie n'existe pas encore. Cette nouvelle alliance démocratique repose sur l'idée de l'isonomie, l'égalité entre tous les citoyens. Égalité de droit, égalité devant la loi, mais aussi égalité face aux devoirs civiques. Un élément important pour comprendre la mentalité très engagée des démocrates athéniens. Les aristocrates sont menés par Isagoras, qui après le coup d'État contre Hippias, veut refonder une oligarchie appuyée sur un conseil de 300 aristocrates. Avec l'appui de Sparte, il mène une lutte acharnée contre Clystène et les Alcméonides, qui sont exilés avec nombre de leurs soutiens par un coup de force. Mais grâce à ces soutiens, Clystène revient prendre le pouvoir. Spartiates et oligarques sont expulsés. Clystène lance une réforme majeure des lois fondamentales athéniennes, en instaurant l'isonomie. Plus qu'une proclamation de principe, c'est dans les détails d'une réforme remarquablement conçue que se lit la réelle démocratisation d'Athènes. Pour que vous compreniez, il faut que je revienne un peu en arrière. Auparavant, les citoyens athéniens qui participaient à la vie politique n'étaient recensés que dans un corps relativement limité de la population. Les citoyens se répartissaient en 4 tribus ethniques qui avaient perdu en grande partie leur pertinence et auxquelles on avait rattaché de nombreux nouveaux citoyens au fil du temps. Chacune des tribus était elle-même divisée en phratries, c'est-à-dire des clans ou des familles étendues, et en okraries, c'est-à-dire un groupe d'individus capables de fournir un bateau de guerre. Par ailleurs, jusqu'à Solon, seuls les habitants de la ville et les aristocrates de la Mésogée et de la Paralia étaient citoyens. Dans les campagnes, les aristocrates avaient mis en place un système de clientélisme qui faisait d'eux les seuls maîtres de la justice et de la politique locale. On se rappelle que Pisistrate avait déjà commencé à casser ce système en décentralisant la justice. Néanmoins, la structure clanique et clientéliste du pouvoir maintenait autant de petites tyrannies dans l'Attique. Avec Solon, le pouvoir s'était également un peu ouvert, avec la mise en place des classes soloniennes. La richesse avait remplacé le droit de naissance, cela ne changeait pas néanmoins le caractère oligarchique du régime, réservé aux hommes suffisamment riches. Clystène comprend que pour réellement changer l'État athénien, il doit changer en profondeur les rapports de la société, et en particulier dans les campagnes, où le pouvoir aristocratique est toujours si fort. Les Athéniens sont répartis en 10 tribus, 30 tritii, 3 classes géographiques, mer, campagne et ville, et à peu près 100 à 125 dèmes. Pas de panique, je vous explique. Plusieurs dèmes, unité de base de la nouvelle politique, forment ce qu'on appelle une tritie. 3 tritii forment une tribu, et 10 tritii sont localisés dans chacun des 3 ensembles géographiques. Ce qui fait que chaque tribu abrite une tritie de la ville, des champs et de la côte. Concrètement, 3 ensembles géographiquement, sociologiquement et ethniquement différents sont rangés ensemble. Pourquoi agir ainsi ? Souvenez-vous que le pouvoir des aristocrates dépend des grands domaines et de la relative incapacité des communautés locales à résister à un pouvoir trop grand. Il s'agit donc avant tout de casser la dynamique de domination locale des aristocrates
en rompant les liens hérités de l'histoire et en appliquant une grille citoyenne. Le pouvoir des magnats locaux est ainsi cassé et ils ne peuvent plus aussi facilement influencer les autres citoyens. De plus, ce changement de circonscription mêle les intérêts des classes sociales, des groupes professionnels, pêcheurs, artisans, cultivateurs, et vise ainsi à réduire les antagonismes et la concurrence qui pourraient avoir lieu entre les divers éléments de la société athénienne. Toutes ces tribus ont pour centre la cité qui devient leur cadre de référence, au détriment des potentats locaux et des identités spécifiques. Pour cela est créée une forme originale de démocratie locale fondée sur l'échelle du dème. Le dème, démos en grec, est la réelle révolution de la démocratie athénienne. Couvrant un quartier, une ville, un village, ou voire même toute une région agricole, il est la division qui mélange les citoyens. Le dème joue un rôle dans tous les domaines de la vie. Il dispose d'un démarque, magistrat local, équivalent d'un maire, et d'une assemblée, qui discute des problèmes locaux et des compétences du dème. Essentiellement des questions de finances publiques, de police, de cadastre et la tenue des registres civils. Il assure le cens, c'est-à-dire le dénombrement des citoyens et leur incorporation sur les listes civiques. Il assure aussi le recrutement et l'entraînement des citoyens durant leur service militaire. Chaque dème envoie des représentants à l'ecclésia, fournit plusieurs membres à la boulée et participe à l'intérieur des tribus au choix des magistrats qui mènent la cité. Les citoyens abandonnent leurs anciens patronymes, le nom de leur père, et se nomment en fonction du dème où ils résident. Notons que dans ces nouveaux dèmes sont intégrés les nouveaux citoyens, migrants ayant reçu la citoyenneté sous les tyrans, étrangers, les métèques et les esclaves. Si ces derniers n'ont pas le droit de participer à la vie politique, leur statut juridique s'améliore considérablement avec certaines protections qui sont mises en place. La démocratie, démos kratos, n'est donc pas le pouvoir du peuple, elle est le pouvoir des hommes organisés en communautés solidaires. Organisation pour l'intérêt de la communauté, mais aussi et surtout pour la cité. La cité qui affranchit, qui libère, qui combat le pouvoir des monopoles de l'argent, l'oligarchie et le clientélisme. Elle assure à tous l'isonomie, la véritable égalité entre les hommes. À cette réforme de la démocratie locale, Clisthène vient en complément changer les institutions de la cité. L'Ecclésia, l'assemblée de tous les citoyens, prend une importance de premier plan, puisqu'elle devient l'organe de gouvernement le plus puissant. La plupart des compétences de l'aréopage lui sont attribuées. Elle vote les lois, les orientations politiques et contrôle les magistrats. Il est bien évident qu'une assemblée d'une telle taille ne peut fonctionner sans un solide travail permanent d'organisation et de préparation des débats. Le rôle de ce qu'on appelle la boulée devient donc essentiel. Dorénavant, la boulée est un conseil de 500 membres, les bouleutes, désignés par tirage au sort parmi les dèmes. Il est chargé d'organiser et d'encadrer le travail de l'Ecclésia, la grande assemblée citoyenne qui rassemble des milliers de personnes. En sont membres les volontaires tirés au sort dans chaque dème. Notez qu'au début, les têtes ne participent pas à la boulée. Les conseillers sont tirés au sort pour un an et ne peuvent exercer que 2 mandats, ce qui permet à une très grande partie des citoyens, quasiment tous ceux qui appartiennent au moins à la classe politique, de participer à un moment ou à un autre de leur vie aux travaux préparatoires de l'Ecclésia. C'est en quelque sorte l'assemblée permanente. Elle siège au quotidien, reçoit les propositions de loi, fait des rapports. Même si elle n'a pas de pouvoir de décision, elle permet au système de fonctionner. C'est un formidable outil de formation civique, puisque la quasi-totalité du corps civique en fait partie à un moment ou à un autre. Il donne à chaque citoyen la notion de la difficulté du travail politique, étant à responsabiliser chacun vis-à-vis des nombreux sujets abordés. Si à l'époque de Clisthène, les têtes sont exclues de ce système, au fur et à mesure de l'avancée du 5e siècle avant Jésus-Christ, ils participent de plus en plus eux-mêmes aux séances de la boulée et à l'organisation du pouvoir. La boulée est divisée en 10 prytanies, c'est-à-dire 50 bouleutes, qui assurent la permanence pendant un 10e de l'année en cours, et qui sont nommés les prytanes. Cette réforme renforce largement les pouvoirs de l'Ecclésia, qui est capable de contrôler efficacement les magistrats, mais aussi de discuter avec une excellente maîtrise technique de la politique de la cité.
Il n'y a pas de phénomène de dépossession des sujets politiques par des technocrates par exemple, grâce au travail de la boulée, puisque presque tous les citoyens, du moins chez les 3 classes supérieures, sont bouleutes à un moment donné. La réforme de Clisthène voit aussi un profond changement au niveau du pouvoir exécutif. Les archontes perdent une partie de leurs prérogatives générales et sont cantonnés à des rôles d'administration plus spécialisés. Chacune des tribus désigne en effet dans ses rangs un stratège. Désignés dans la classe aristocratique et élus par l'ecclésia, ces derniers disposent de pouvoirs politiques et militaires les plus importants. Ils assurent la direction politique de la cité sous une forme peu formalisée, mais qui leur donne une importance de premier plan. Ce choix politique n'est pas attribuable à Clisthène lui-même, il est plus probable qu'il s'agisse plutôt d'une tentative pour équilibrer le système a posteriori. Il entraîne la démocratie athénienne dans un cycle de campagne électorale permanente, les stratèges pouvant être réélus toute leur vie. Ce système favorise bien évidemment les aristocrates, auxquels la fonction est réservée. Afin d'équilibrer la fonction très puissante de stratège, ceux-ci sont soumis à un examen scrupuleux permanent. D'abord avant d'entrer en fonction, sur leurs aptitudes, mais aussi au long de leur mandat, et à la fin, ils doivent pouvoir se justifier de leurs actions à tout moment. Pour les Athéniens, ce qu'on appelle l'hubris, la démesure ou l'excès dans le pouvoir politique d'un seul homme, est l'un des pires crimes que l'on puisse commettre contre la cité. On attribue à Clisthène la mise en place de l'ostracisme, dont le principe est très simple. L'Ecclésia se réunit à la demande d'un stratège ou d'un citoyen et débat du danger que pourrait poser un citoyen à la démocratie. Si quelqu'un était considéré dangereux par l'Assemblée, celle-ci pouvait tenir un vote sur l'agora. Les membres de l'Assemblée inscrivaient sur des tessons de poterie, ostrakon en grec, le nom de la personne qu'ils voulaient voir bannie de l'activité politique. Pour que le vote soit valable, un minimum de 6000 votes était nécessaire. Si une personne était ostracisée, elle devait quitter la cité dans les 10 jours suivant le vote, et ce pour une période de 10 ans. À noter que l'ostracisme assurait que ni les biens ni la famille de la personne en question n'étaient inquiétés, ce qui tendait à réduire le niveau de violence et de rétribution dans la vie politique. L'ensemble de la réforme de Clisthène ne crée donc pas ce que nous appelons nous la démocratie. Elle vise avant tout à prévenir la tyrannie en divisant et en décentralisant le pouvoir, ainsi qu'à redonner une certaine unité au corps civique, divisé par presque un siècle de lutte entre les classes sociales. La grande avancée de Clisthène est la réalisation d'une relative isonomie et un partage le plus étendu possible du pouvoir dans les classes sociales soloniennes.